conformément aux résolutions de l'ONU et au droit international, a précisé Yasmine Moussa. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat d'aujourd'hui, centré toujours sur cette plaidoirie égyptienne devant la Cour internationale de justice sur les violations israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence, ambassadeur Medhat El-Meligui, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous. Alors, premièrement, quand on parle de cette plaidoirie de l'Égypte devant la Cour internationale de justice, comment la déclaration égyptienne a-t-elle mis la lumière sur la politique illégale d'Israël en Cisjordanie, où Israël intensifie ses attaques, démolit des maisons palestiniennes et soutient la violence des colons contre le peuple palestinien? Alors, la plaidoirie égyptienne portait sur plusieurs points. Le premier était le plus important, je pense, c'est de démontrer au tribunal que c'est un rôle principal au tribunal et c'est son droit de juger un cas comme celui qui est présenté. Je trouve que ça c'est très important parce qu'il y a eu plusieurs appels et plusieurs objections de notamment Israël et les États-Unis que la Cour n'est pas vraiment censée avoir ce cas particulier de demander l'opinion de maintenant, selon les nombres qu'on a, on sait que 52 pays ont présenté des plaidoiries et je pense qu'on continue aujourd'hui aussi. Alors, ces pays-là démontrent la légitimité de l'occupation. Comme on le sait tous, qu'il y a des occupations parfois, durant les temps des guerres, il y a des occupations qui sont acceptées du point de vue droit international. Mais ce cas ne s'applique pas à la question palestinienne, qui dure depuis des décennies, comme on le sait tous. Alors, ça, c'était le premier point qui était très important de illustrer. Le deuxième point, c'est de montrer les illégitimes actions et illégales comportements israéliens envers les Palestiniens, que ce soit l'annexement des territoires palestiniens ou le rejet des réfugiés palestiniens ou autres symptômes de l'occupation israélienne sur les terres palestiniennes. Mais il y a un point très important parce qu'il y a un lien qui est fait par plusieurs personnes qui pensent que la situation actuelle ou le cas présenté devant les tribunaux maintenant est relié à la demande de l'Afrique du Sud concernant les génocides qui prennent place à Gaza. Alors ça, ce sont deux causes qui sont totalement différentes. Ces plaidoiries qui sont présentées ces jours-ci sont liées à la demande palestinienne à l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2022 de parler de la légitimité et des comportements de la part d'Israël envers les Palestiniens depuis l'occupation des territoires palestiniens. Alors, il faut séparer ces deux motions qui coïncident dans la même période, mais qui sont totalement différents l'un de l'autre. Oui. Quand on parle également de la plaidoirie égyptienne, elle parlait de plusieurs actes perpétrés par Israël, tels que par exemple la colonisation systématique des territoires palestiniens. On parle que d'après les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la colonisation des territoires palestiniens est défendue par ces décisions. Pourtant, Israël poursuit toujours sa colonisation de ces terres et même laisse passer
des colons israéliens pour annexer plus de terrain et même pousser les Palestiniens hors de leur domicile et tout cela certainement avec le support de la police et de l'armée israélienne. Oui, exactement. Alors, il y a plusieurs axes qui prouvent qu'il y a des violations directes au droit international et au droit international humain. Il y a des violations directes aux règles de combat, notamment ceux de l'occupation militaire. Mais en même temps, Israël continue, et on l'a vu toujours, à cause du support inconditionnel des États-Unis, que c'est une raison politique, car juste il y a 2 jours, on a vu que malgré toutes les atrocités commises par le régime israélien, et toujours on a un support aux Nations Unies, au sein du Conseil de sécurité, avec un veto américain pour ne pas avoir une résolution, un cessez-le-feu. Alors, il est très important de montrer tous les crimes, si j'ose dire, commettre par le régime israélien vis-à-vis le peuple palestinien. Et je pense que le résultat, s'il sera en faveur, même si c'est consultatif, l'opinion de la Cour internationale de justice, cette fois, est consultative. Alors, même si c'est consultatif, mais je pense que cela va marcher aussi avec le droit international, de sorte que les pays ne peuvent plus travailler avec Israël avec le même moyen qu'ils le faisaient avant. Par exemple, les produits des colonies ne peuvent pas être vendus sur les marchés internationaux, parce que c'est clair que c'est une violation du droit international. Alors du coup, il est très important de mettre en relief tous les crimes israéliens contre le peuple palestinien, parce que cela va donner et va changer le modèle avec lequel on travaille et on traite avec Israël, parce que il y a maintenant une opinion légale qui prouve que ce qui se passe sur les terres palestiniennes n'est pas légal. Et cela va obliger les pays de traiter avec Israël d'une manière qui sera totalement différente avant cette décision, même si elle est consultative. Oui. Votre Excellence, le mois dernier, l'Afrique du Sud avait saisi la CIJ en soutenant que les opérations d'Israël à Gaza s'appartenaient à une violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide. Le 26 janvier, la Cour avait ordonné à Israël de prévenir tout éventuel acte de génocide, mais n'était pas allé quand même à un cessez-le-feu. L'avis que rendra la CIJ d'ici la fin de l'année ne sera pas contraignant. Alors, d'où vient l'importance de tout cela quand même? L'importance vient parce que, comme on a pu détruire le système de l'apartheid en Afrique du Sud, par exemple, ça vient mesure par mesure. Et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Il y a plusieurs démarches et motions dans les organisations internationales en utilisant la diplomatie, les tactiques juridiques, de sorte qu'on peut convaincre le monde avec la justice de notre cas, le cas palestinien. Et du coup, cela va mettre une pression additionnelle, que ce soit sur Israël même ou les pays qui soutiennent Israël. D'un point de vue moral, ils ne pourront pas continuer à travailler avec Israël comme si rien ne s'est passé, parce que cela va changer. Ça prend du temps, mais en même temps, et c'est le seul moyen, si on n'a pas l'intention de rentrer dans des guerres, je parle d'autres pays de la région, rentrer dans des guerres pour la Palestine, alors, et contre Israël. Alors, le seul moyen qu'on dispose en ce moment, c'est d'utiliser les moyens diplomatiques et juridiques. Et ce qu'on est en train de faire, il y a plusieurs plaidoyers,
Il y a la Cour, les décisions contre Israël depuis la demande de l'Afrique du Sud. Et bientôt, je pense dans quelques jours, Israël doit soumettre son premier rapport comme exigé par la Cour internationale. Quelles sont les démarches prises par le gouvernement israélien pour la prévention du crime de génocide? Quelles sont les étapes qui ont été prises d'une manière concrète? Et ce rapport-là doit être présenté à la Cour qui va à son tour le donner à l'Afrique du Sud pour répondre si ces étapes sont satisfaisantes ou bien il y a d'autres mesures à prendre. C'est par l'accumulation de points juridiques et légaux qu'on pourra peut-être gagner cette bataille. Oui. Également, quand on parle du statut de la CIJ, l'Égypte a déclaré qu'il était choquant qu'en ce moment critique, certains pays préfèrent voir ce tribunal se soustraire à sa responsabilité en tant que principal organe judiciaire des Nations Unies en refusant d'émettre cet avis consultatif. Quel message cela envoie-t-il sur le respect de ces pays pour la justice internationale et l'état de droit? Malheureusement, en ce qui concerne le droit international, il s'agit de chaque pays, à cause de la souveraineté des pays, des pays du monde, Oui. de juger ou bien de voir comment est-ce qu'ils voient ces points-là. Comme vous voyez, dans le cas, par exemple, de la guerre russo-ukrainienne, que beaucoup de pays, notamment les pays de l'Ouest, sont en train de mener une guerre d'une manière indirecte, en utilisant l'Ukraine, contre la Russie. Et en même temps, ils sont en train de fournir des armes pour l'Ukraine pour pouvoir se défendre. Dans notre cas, par exemple, c'est totalement différent. On est en train de fournir des armes pour l'oppresseur, pour le colonialiste, et pas pour les pays et les citoyens sous ce colonialisme. Ce qui est très bizarre. Et c'est d'où vient le terme double standard. Parce qu'on trouve que les pays, notamment les pays de l'Occident, ont des justifications pour chaque cas selon sa vision politique du cas. D'ailleurs, hier, par exemple, le plaidoyer américain était totalement différent du plaidoyer général de tous les autres pays. Oui. Qui parlent que comment est-ce que l'oppression israélienne a donné des résultats très négatifs sur le peuple palestinien. Tandis que le plaidoyer américain était totalement dans l'autre sens, en insistant que Israël a toujours le droit de faire ce qu'elle est en train de faire. Et c'est d'ici que viennent les positions politiques de chaque pays. En ce qui concerne la communauté internationale, c'est la majorité des pays qui comptent. C'est ce que les pays... On a vu déjà plusieurs pays, notamment de l'Amérique latine, par exemple. Oui. Ils sont en train de rompre leurs relations diplomatiques avec Israël à cause du génocide qui prend place en Palestine en ce moment et à cause de beaucoup d'autres raisons qui jugent, eux, de leur point de vue, que c'est injuste et illégal et qu'on ne doit pas traiter avec ce corps, cet État avant qu'il rétablisse l'ordre et que ces relations soient normales. Israël est le seul pays du monde qui peut se vanter d'être au-dessus de la loi jusqu'à ce moment-là. Malheureusement, à cause du support d'un certain nombre de pays, et ce sont les pays les plus forts du monde qui ont aussi la capacité de lui fournir des armes, tandis que les Palestiniens n'ont que des mots à leur soutenir. Comme on le voit toujours dans tous les revues, dans tous les médias, les journaux, on vu les armes qui sont en train d'être fournies à Israël et d'une manière claire, tandis qu'aucun pays n'ose dire qu'il veut aider Palestine d'une manière légale en tant qu'un pays oppressé, de lui fournir des armes pour pouvoir se défendre, malgré que ça devait être la cause légitime qu'on donne aux oppressés des armes pour pouvoir se défendre contre l'oppresseur.
Oui. Mais malheureusement, ce n'est pas la situation. Il y a des raisons politiques qui empêchent les pays d'aider les Palestiniens. De notre point de vue en tant qu'Égypte, la raison pour laquelle on n'aide pas avec des armes, c'est qu'on croit d'une manière stratégique à la paix et qu'en donnant, en fournissant des armes aux Palestiniens, cela va escaler les guerres de la région et escaler la confrontation entre les Palestiniens et les Israéliens, ce que de notre point de vue, on juge que cela ne va pas aider la cause pacifique qu'on cherche tout le temps d'une manière incessable jusqu'au moment où on pourra établir l'État palestinien sur les territoires de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Parfait. Votre Excellence, ambassadeur Medhat El-Meligui, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. À présent, mesdames et messieurs, une petite pause et je vous retrouve tout de suite après.